Héron est un jeune homme aux cheveux noirs, à la carrure athlétique, à la détermination d'acier et raisonnablement fort. Il vit dans une version ancienne de la Grèce où il passe sa vie à collecter des minerais de fer et à faire d'autres petits boulots jour et nuit pour gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, Électre. Ils sont tous deux des parias de la société car les villageois pensent qu'ils portent malheur et les considèrent comme des gens de basse classe. Être rejeté par la société signifie qu'il est très difficile pour Héron de trouver un emploi à peu près décent et encore plus difficile de vendre le minerai qu'il parvient à collecter en travaillant sans relâche dans les mines. Un jour, il revient de son expédition après avoir collecté un tas de minerais de fer. Il entre dans le marché où la plupart des acheteurs le regardent de travers, mais il s'arrête finalement à la boutique d'un marchand et y dépose le minerai. Le marchand fait une grimace en le regardant, puis jette quelques pièces par terre pour qu'il les ramasse. Héron ravale sa fierté et ramasse les pièces avant de demander au marchand pourquoi il est payé beaucoup moins que les autres ouvriers. Le marchand le regarde simplement avec mépris et lui dit qu'il devrait être heureux qu'il fasse même affaire avec une personne aussi méprisable que lui. Héron serre les dents et repart avec les pièces. Il rejoint sa mère, qu'il aperçoit sur le marché, et quand elle lui demande combien ils ont gagné aujourd'hui, il lui montre les 2 pièces qu'il a eu la chance d'obtenir. Electra le regarde avec des yeux pleins de compréhension et lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter et qu'elle trouvera un moyen de faire fonctionner les choses. Avant qu'il ne puisse répondre, cependant, ils entendent un tas de pas précipités et voient un groupe de personnes courir vers le centre du marché. Electra et Héron suivent les autres et sont surpris par l'arrivée soudaine d'une légion de soldats dirigée par Alexia, leur commandante. Elle leur dit de ne pas s'inquiéter car ils n'ont pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais qu'ils sont à la poursuite d'une paire de démons qui sont entrés dans la ville. Elle demande à Héron s'ils ont vu quelque chose de suspect, mais il répond que non, et elle leur dit de rentrer chez eux car ces démons ne montrent aucune pitié et sont parmi les pires créatures à marcher sur Terre, avant de s'éloigner avec ses troupes. Soudain, ils entendent un bruit provenant du canal voisin et ils s'approchent pour voir ce qui se passe, seulement pour voir un vieil homme nommé Elias qui a dû tomber dans le canal et saigne maintenant. Héron est un gars sympa, alors il va l'aider et le ramasse pour le ramener à sa mère, qui dit à Héron d'aller chercher de l'eau fraîche car ils doivent nettoyer la plaie avant qu'elle ne s'infecte. Héron va chercher de l'eau dans un vase déraisonnablement élégant, mais avant de revenir, il voit une femme allongée dans le réservoir en bas. Cet homme se précipite à nouveau pour enquêter et essaie de soulever la jolie femme pour voir si elle est vivante, mais il est horriblement effrayé de voir qu'elle a déjà été tuée par quelque chose bien avant son arrivée. Il commence à reculer, effrayé, quand il heurte une créature monstrueuse qui lui saute dessus et commence à le torturer avec de l'eau, ce qui est un jeu très courant en Russie. Héron commence à se débattre, mais parvient à repousser son agresseur avant de se relever et de dégainer son couteau. Le démon s'approche simplement de lui et lui fait lâcher le couteau d'une claque avant de le frapper et de lui donner un coup de pied au visage. Il essaie de donner un autre coup de poing, mais Héron réagit avec un « psych, salope » et le met en clé de bras avant d'être à nouveau repoussé par un coup de poing. Le démon essaie de l'attaquer à nouveau, mais cette fois, Héron décide de jouer le rôle d'un éléphant et jette simplement le monstre contre un pilier. Le démon cependant se relève et décide de se venger en lançant le pilier sur lui, ce qui le frappe en plein visage et il se retrouve coincé en dessous. Le démon se relève et essaie de porter un coup final, mais est soudainement poignardé par Alexia avec sa lance qui l'attire et le cloue à un autre pilier. Ce démon doit être plus sourd qu'Helen Keller pour ne pas entendre un foutu cheval. Le démon commence à ramper vers lui d'une manière vraiment effrayante et essaie de l'attaquer, mais elle sort 2 de ses épées et bloque son coup. Ils se battent et elle ne parvient qu'à l'érafler à cause de sa peau durcie ou quelque chose comme ça. Elle avait du mal à porter des coups significatifs, mais soudain, elle reçoit un regain de puissance féminine et elle commence à le taillader encore et encore avant qu'il n'attrape son épée et ne la jette à nouveau contre un pilier. Ces piliers reçoivent plus d'attention que je n'en ai jamais eu enfant. Il lui lance alors l'épée, mais elle parvient à la dévier avec son autre épée, se retrouvant sans arme. Le démon se précipite vers elle, mais encore une fois, il semble n'avoir aucune conscience spatiale, car Héron s'approche simplement de lui et le brûle au visage avec une torche enflammée. Désormais, je l'appellerai Hélène. Alors Héron pousse le pauvre Hélène dans l'étang car le feu semble être leur faiblesse, et au lieu de s'assurer qu'il est mort, Héron se retourne simplement et commence à parler à Alexia. Ils regardent enfin l'étang et constatent que le démon a disparu, ce qui pousse Alexia à appeler son cheval et à partir à sa poursuite. Toute la ville semble effrayée alors que les soldats fouillent la ville à la recherche du démon blessé. Héron retourne vers sa mère et Elias, mais aperçoit une énorme foule rassemblée au centre, alors il court pour l'inspecter. Sur la scène, il voit Alexia aux côtés de ses soldats qui semblent avoir capturé un humain d'apparence normale et l'ont enchaîné à un pilier. Je suis sérieusement jaloux de l'attention que ces piliers reçoivent. Elle s'adresse à la foule et leur dit qu'ils sont tous en danger car un nouvel ennemi s'approche d'eux par l'est et cet ennemi est différent de tout ce qu'ils ont vu auparavant. C'est un culte de monstres impitoyables et sans pitié qui ne font pas de distinction entre hommes, femmes ou enfants.
Au moins, ils ne sont pas sexistes, je suppose. Alexia saisit alors une tige de fer chauffée et dit au spectateur qu'elle va révéler la véritable nature de ces monstres avant de le piquer avec la tige. L'homme commence à crier de douleur, mais se transforme lentement en une créature différente de l'homme. Elle sort le tisonnier et le plante profondément dans la créature, qui commence à se transformer en sa véritable forme. Il s'avère que c'était Helen depuis le début, qui avait changé de forme pour prendre l'apparence d'un humain, espérant rester discrète jusqu'au départ des soldats. Mais la girl boss Alexia l'a trouvée et capturée. « Tu déchires, reine. » Helen se lève et commence à sourire de manière inquiétante aux spectateurs avant de dire « Vous vous convertirez ou mourrez », ce qui est étonnamment la même chose que les missionnaires chrétiens m'ont dit il y a une semaine. Avant qu'Hélène ne puisse répandre sa propagande, cependant, Alexia met fin à cela d'un coup rapide, tuant immédiatement le démon. Plus tard dans la nuit, Aaron ramène Elias chez lui et commence à lui demander s'il a une idée de ce dont Alexia parlait. Elias commence à raconter une histoire plus ancienne que le temps et plus grande que l'univers lui-même. L'histoire commence avec les dieux qui ont vaincu les titans. Cependant, alors que le dernier titan tombait, il a maudit les dieux et le sang du titan a donné naissance aux géants, dont le seul but était de trouver et de tuer chaque dieu existant. Cela marqua le début de la grande gigantomachie. La guerre dura longtemps et de nombreux dieux perdirent la vie dans cette bataille infernale. Cependant, un jour, Zeus décida de faire la paix et convainquit certains d'entre eux de prendre les armes avec les dieux. Ils hésitèrent au début, mais Zeus réussit à les manipuler pour qu'ils rejoignent leur camp pour le bien commun. Après cela, lorsque Zeus lança l'attaque finale dans laquelle les géants avec qui Zeus avait conclu un accord trahirent les leurs et aidèrent les dieux à remporter cette bataille. Avec cette dernière bataille, la longue guerre se termina avec la victoire des dieux. L'un des dieux rassembla toutes leurs cendres restantes, qui furent mises dans un chaudron céleste et jetées dans les profondeurs de la Grande Mer pour ne plus jamais être vues. Pourtant, cette longue histoire n'a pas répondu à la question de Chiron concernant les démons. Le vieil homme ajoute que, après de nombreux siècles, une énorme tempête a agité le fond de l'océan et les restes d'un géant ont été rejetés sur le rivage. Un jour, un humain malheureux découvrit ces restes et en les touchant, son corps se transforma en un étrange monstre, un démon. Les personnes qui suivaient cet humain virent cela et lui prêtèrent allégeance. Sans nourriture, ils n'eurent d'autre choix que de dévorer le géant. Ainsi, tous se transformèrent, marquant la naissance de la race odieuse reconnue comme les démons. Avec cela, il termine l'histoire sur une note joyeuse et sort immédiatement un lapin de son derrière et le remet à Electra, qui est dans la cuisine où elle appartient. Le lendemain matin, il retourne au centre où Alexia a tué la pauvre Hélène la nuit dernière pour les regarder brûler le corps. Et en regardant cela, il est approché par la chef elle-même, qui lui dit qu'il est un bon combattant et qu'ils ont besoin de bons combattants en ce moment. Elle lui montre la carte qu'elle a prise à Hélène et lui dit que les démons vont bientôt lancer une autre attaque et qu'il devrait se joindre à eux pour combattre ces créatures immondes. Il la regarde droit dans les yeux et lui dit que ces gens ont abandonné sa mère et qu'il n'a aucune envie de protéger des gens comme eux avant de s'éloigner. Il retourne chez lui où Electra est évidemment dans la cuisine. Il commence à tout emballer, lui disant qu'ils doivent partir avant la prochaine attaque de démons, mais remarque soudain un groupe de personnes se dirigeant vers leur maison avec des charbons et une barre de fer. Ils lui disent qu'ils soupçonnent sa mère d'être une influenceuse TikTok et veulent la tester. Mais Chiron se tient fermement, leur disant que s'ils touchent à sa mère, ils mourront. L'homme se moque de lui et affirme qu'il est seul et ne peut pas les affronter tous ensemble. Mais Chiron dit « Essaie, connard !» et une bagarre éclate. Un des gars l'attaque avec une hache, mais il esquive son coup et le frappe avant d'esquiver un autre coup. Mais bientôt, il commence à être submergé et dominé par tant d'hommes tandis que la chef le regarde de loin. Ils commencent à s'acharner sur lui et à le tabasser tout en l'appelant un guerrier du clavier. Mais sa mère leur crie d'arrêter et attrape la barre avant de la toucher à son propre corps pour prouver qu'elle n'a jamais installé TikTok. Sa peau commence à brûler avant qu'elle ne lâche la tige et les hommes venus la tester s'en vont tandis que Chiron accourt pour la consoler. Plus tard, il va parler à Elias et lui demande comment il peut devenir plus fort, ce à quoi il répond en pointant une montagne et en lui disant de grimper cette montagne où il trouvera un buisson de roses. Et s'il creuse en dessous, il trouvera un minerai d'adamantium avec lequel il fabriquera une épée comme aucune autre, l'épée d'un héros qui mènera l'humanité à la victoire. Il y a des décennies, bien que la reine Électre fût enceinte, elle ne s'attendait pas à ce que l'accouchement arrive si tôt. Une de ses servantes est allée appeler le roi. Électre a essayé de l'arrêter parce qu'elle craignait que le roi ne tue son bébé. Après un certain temps, elle a donné naissance à son premier enfant. Au milieu de tout cela, le roi apparut sur les lieux et s'enquit du bébé. Le serviteur lui remit le bébé et le roi vérifia ses yeux. Les yeux du bébé étaient marrons comme les siens et il annonça que le bébé vivrait. Suite à cela, Electra entra à nouveau en travail. Le roi fut choqué par cela. C'était un autre garçon, mais cette fois-ci, le bébé avait les yeux bleus, ce qui rendit le roi méfiant envers Electra et il décida de se débarrasser du bébé.
Il sortit un couteau et alors qu'il était sur le point de tuer le bébé, un aigle apparut de nulle part et le sauva. Avec cela, Chiron se réveille de ce rêve étrange en haletant et en transpirant abondamment. Sans conscience de son environnement, Chiron oublie qu'il est en train de grimper une montagne et manque de tomber. Après une escalade vigoureuse, Chiron parvient enfin à atteindre le sommet de la montagne. À un moment donné, il a regretté sa décision de grimper la montagne, cependant. En atteignant le sommet, il découvre la plante de rose bleue et l'adamantium caché en dessous. Après avoir acquis l'adamantium, il redescend la montagne et remet l'adamantium au vieil homme, affirmant que c'était une perte de temps. Le vieil homme, cependant, le rassure que ce n'était pas un voyage futile. Après cela, Chiron lui demande à propos d'un symbole mystérieux qu'il avait vu dans son rêve. C'était le sceau de Corinthe. Le vieil homme éclaire davantage Chiron sur la réalité des rêves. Il lui parle de l'existence d'entités telles que Phobtor, responsable de montrer aux gens des cauchemars nés de leur pire peur, et Phantasos, responsable de montrer des illusions et de tromper les gens. En plus de ces deux-là, il y a une autre entité nommée Morphée, responsable des visions de vérité. Ils sont connus sous le nom d'Onérois. Les trois sont toujours jaloux les uns des autres et essaient de se surpasser en utilisant des astuces bizarres. Quoi qu'il en soit, ils ont tous des responsabilités différentes et existent pour nous rappeler ce que nous avons oublié. Chiron les perçoit comme des êtres encore pires que les dieux. Après cela, Chiron confronte sa mère et lui demande des explications sur le rêve qu'il a eu. N'ayant pas d'autre choix, sa mère lui raconte tout ce qui concerne son passé. Selon elle, elle était mariée au roi Périandre, le tyran de Corinthe. Peu de temps après son mariage, elle attira l'attention d'un dieu qui tomba amoureux d'elle. Un jour, il visita Électre sous la forme du roi Périandre et lui offrit des roses bleues. Électre n'en revenait pas car son mari avait toujours été cruel et brutal et maintenant il était soudainement gentil et aimant. Le lendemain, il était redevenu lui-même. Cette folie continua pendant un certain temps, car Électre ne savait pas à quoi s'attendre en voyant son mari. Serait-il gentil cette fois ou cruel et brutal à nouveau? Un jour, elle a finalement confronté le côté aimant de son mari et lui a demandé sa véritable nature et ses intentions. N'ayant pas d'autre choix, Zeus s'est transformé de nouveau en sa forme divine et lui a tout raconté. Au milieu de tout cela, l'épouse de Zeus, Héra, remarqua sa présence dans le monde des humains. Le fils de Zeus, Apollon, s'en rendit compte et se précipita pour l'en informer. Il apparut depuis un miroir et demanda à son père de revenir, prenant sa place dans le monde mortel. Zeus utilisa le même miroir pour se téléporter en retour. Pendant ce temps, Zeus réussit d'une manière ou d'une autre à convaincre Héra qu'il s'occupait de quelques restes de géants dans l'océan. Apollo, quant à lui, était tellement excité de voir Zeus révéler sa véritable nature à un mortel. Il a également réalisé qu'Électre était enceinte du fils de Zeus. Héra, cependant, n'était pas convaincue par l'explication de Zeus et a décidé de surveiller Électre elle-même. Il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que Zeus mentait et qu'Électre était enceinte de son fils. Cela l'a rendue furieuse et elle a demandé l'aide des Onérois pour détruire Électre. Les Onérois apparaîtrent dans les rêves du roi Périandre et le tromperaient au sujet de la liaison d'Électre avec Zeus. Étant le genre de personne qu'il est, le roi Périandre croyait ses rêves plutôt que de faire confiance aux paroles de sa femme. Avançons rapidement jusqu'à ce moment où Zeus a sauvé Héron de Périandre. Il est apparu sous la forme d'un aigle et lorsque les soldats l'ont attaqué, il s'est transformé en sa forme divine. Le roi a ordonné à ses soldats d'attaquer Zeus alors qu'il s'enfuyait avec Héron. Il voulait le jeter du balcon, mais Électre s'en est rendu compte et l'a attaqué avec un couteau. Avec cela, le roi Périandre lui-même tomba du balcon et mourut d'une mort horrible. N'ayant pas d'autre option, Zeus téléporta Électre et Héron dans cette ville en périphérie et la couvrit de nuages pour qu'Héra ne puisse pas la trouver. Electra voulait emmener son autre fils aussi, mais Zeus a refusé en disant qu'il serait mieux de rester au château. Après avoir entendu l'histoire, Héron s'est mis en colère. Il pense que Zeus n'est qu'un lâche qui a laissé sa femme et son enfant pourrir dans une ville en périphérie. Pour lui, le vieil homme est bien plus utile. C'est lui qui leur apporte du bois et d'autres choses comme des lapins pour le dîner. Cependant, après avoir regardé dans les yeux de sa mère, il réalise que le vieil homme est en fait Zeus. Cela le rend encore plus furieux alors qu'il se précipite pour détruire l'autel que Zeus a utilisé pour lui forger l'épée en adamantine. Ne réalisant pas l'importance de l'épée, il l'a lancée en espérant ne jamais la revoir. Déprimé, Héron buvait de l'eau à un étang. Entre-temps, le vieil homme apparaît de nulle part et se transforme en Zeus. Il lui dit que tout ce que sa mère lui a raconté est vrai et lui demande pardon. Cependant, Héron ne peut pas pardonner à son père ce qu'il a fait à sa mère. Il l'a abandonné, elle et son propre fils, pour vivre dans de telles conditions déplorables. De plus, il lui dit qu'il ne veut plus le revoir et sur ce, Zeus disparaît. Avec cela, Héron décide de retourner, mais il remarque Alexia courant vers lui. Elle dit à Héron de s'enfuir car un chien à 3 têtes la poursuivait. Alors qu'il commence à courir, Alexia lui raconte ce qui est arrivé à son armée. Son dieu entier anéanti par les démons qui sont apparus de nulle part alors qu'il se reposait et regardait la carte qu'elle avait récupérée. Héron emmène d'abord Alexia chez lui pour chercher sa mère. Pour une raison quelconque, elle n'est pas là. Au milieu de tout cela, le chien à 3 têtes l'attaque. Il est sauvé par Alexia qui le pousse et combat le chien avec une simple épée.
Héron essaie de l'aider avec son arc, mais les flèches n'ont aucun effet sur lui et le chien le jette au loin. Ensuite, Héron poignarde le chien avec une énorme bûche en bois et le rend incapable de se battre. Après avoir vaincu le chien, il voit une armée entière de démons se tenant sur les montagnes et les regardant. En route vers la ville, Héron parle à Alexia de l'existence d'une mine qui pourrait potentiellement les sauver. Avec des centaines de démons à leur trousse, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à entrer dans la polie. En entrant, le commandant les confronte et demande quelle est la situation à l'extérieur. Sans perdre de temps, Alexia lui ordonne d'évacuer toute la polie et d'écouter ce que dit Héron. Le commandant hésite au début, mais il n'a pas d'autre choix que de lui obéir. Héron informe Alexia qu'il les rejoindra plus tard car il doit trouver sa mère. Sur ce, ils partent dans la direction opposée. Au milieu de tout cela, le chef des démons, Séraphin, fixe son regard sur Héron. Il l'attaque avec la lance qu'il a volée à Alexia. Héron contre-attaque avec son arc, mais un simple arc ne pouvait même pas égratigner Séraphin. Alors que Séraphin l'attaque, il peut entendre la voix de Zeus dans son esprit. Il essaie de l'aider à survivre à cette bataille car Héron ne sait rien du combat réel. Avec les conseils de Zeus, il parvient d'une manière ou d'une autre à survivre. Zeus lui dit de s'enfuir car ce n'est pas le moment de combattre Séraphim. Après l'avoir ignoré pendant un certain temps, Héron écoute enfin son père et décide de s'enfuir. Avec Séraphim et d'autres démons toujours à ses trousses, Héron remarque un baril d'huile et le renverse partout. Alors que les démons s'approchent de l'huile, Héron y met le feu et détruit complètement le démon. Étant lui-même un démon, Séraphim n'a d'autre choix que de laisser Héron tranquille. Alors que les autres civils évacuaient, Héron cherchait encore sa mère. Après une recherche approfondie, il parvient à la trouver, mais Séraphim et les autres démons sont également là. Ils lui demandent un morceau de tissu dont elle n'a absolument aucune idée. Héron observe tout cela et tente de tendre une embuscade à Séraphin. Il parvient à tuer quelques démons, mais combattre Séraphin était trop même pour lui. Il le frappe en plein visage et le rend incapable de bouger. Après avoir été témoin de cela, Electra se lève pour aider son fils, mais elle est également frappée par Séraphim. Après avoir repris ses esprits, Héron parvient à frapper Séraphim, mais cela n'a aucun effet car il anéantit complètement Héron, le rendant incapable de se battre davantage. Réalisant qu'il fait tout cela pour sa mère, Séraphim décide de la tuer. En utilisant sa lance, il lui transperce la poitrine, la tuant sur le coup. Après avoir été témoin de la mort de sa mère juste devant ses yeux, Héron est complètement dévasté. C'est presque comme s'il avait perdu sa volonté de vivre. De plus, Séraphim ordonne à ses soldats d'emmener Héron et de le garder captif. Aux côtés d'autres prisonniers, Héron est enfermé comme un animal et est toujours inconscient. Alors qu'il se réveille, il voit sa mère. Il s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir pu la sauver. Elle l'encourage en disant qu'il y a des destins bien pires que la mort dans ce monde. Il doit rester fort et réaliser qui il est vraiment et quel est son but dans cette vie. Avec cela, Electra passe dans l'autre vie, laissant Héron tout seul dans ce monde maudit. Après avoir vu tous ces démons, Héron se demande s'il est en Hadès. Séraphim avait capturé d'autres humains en plus de Héron pour des raisons inconnues. Héron essaie de demander aux autres prisonniers où se trouve Séraphim et où il peut le trouver. Les prisonniers, cependant, se moquent de lui en disant qu'il devrait rester en dehors de cela s'il veut au moins survivre. Héron persiste et ils lui disent que Séraphim est toujours à la poursuite d'Alexia. Héron et les autres prisonniers étaient emmenés dans un endroit spécial. Héron demande aux autres prisonniers à propos de cet endroit et lui disent qu'il vaut mieux qu'ils ne sachent pas. Après un certain temps, ils atteignent leur destination. Tous les prisonniers étaient retenus captifs dans d'immenses galères et il n'y a pas une seule personne vivante qui ait réussi à s'en échapper. Après être montés à bord du navire, Héron et les autres furent forcés de ramer dans les énormes galères où ils étaient retenus captifs. Des centaines de démons les surveillaient. Malgré ces conditions difficiles, Héron parvient à se faire des amis, y compris un double champion des jeux de pancration. À ce stade, ils ne connaissent même pas leur nom, alors Héron prend l'initiative et leur demande leur nom. Le gars qui parle beaucoup et qui a l'air d'un faible, c'est Évios, et l'autre gars qui a l'air extrêmement fort et qui est supposément le triple champion de certains jeux, il s'appelle Kofi. Après avoir soigneusement observé son environnement, Héron élabore un plan pour qu'ils s'échappent tous. Cependant, pour ce plan, il a besoin de l'aide d'Évios et de Kofi. Sans autre option, ils acceptent de l'aider. Héron avait réalisé que les démons descendent après un certain temps pour remplir les lampes à huile et quand ils descendent, Évios et Kofi doivent voler les clés. Le plan était de détourner l'attention des démons avec un acte stupide et avec ses instincts aiguisés, Évios volera d'une manière ou d'une autre la clé à un démon et se libérera. Lorsque les démons descendent enfin, les trois mettent le plan à exécution et Évios parvient à voler les clés. Il remet ensuite la clé à Kofi et Héron qui se libèrent également.
Après avoir vaincu tous les démons qui les gardaient, Héron demande aux autres prisonniers de se libérer également. Une fois tous libérés de leur chaîne, Héron et les autres lancent une contre-attaque sur les démons et prennent le contrôle de tout le navire. Évios et Kofi utilisent même un navire pour se débarrasser d'autres galères. Avec tout cela en cours, Séraphin apparaît de nulle part et attaque Héron. Il remarque que Séraphin a l'épée en adamantine que Zeus avait forgée pour lui. En fait, Héra avait ordonné à Séraphin de localiser l'épée et de tuer celui qui la manie. Avec cela à l'esprit, Séraphin a réalisé que l'épée est en fait faite pour Héron. Alors qu'Héron s'apprête à engager le combat, un éclair massif frappe et détruit entièrement le navire. C'était Zeus. Hermès l'avait informé du plan d'Héra pour tuer Héron et cela l'a rendu furieux. Après avoir vu l'épée en adamantine dans les mains de Séraphin, il réalise qu'Héron n'a aucune chance contre lui. Sa fureur est telle qu'il bombarde tout l'océan avec des éclairs jusqu'à ce qu'il se fatigue. Avec cela, il parvient à séparer Séraphin et Héron alors qu'ils tombent tous les deux dans l'océan. Héron réalise que tout cela est l'œuvre de son père. Malgré toutes ces attaques de Zeus, Séraphim parvient à survivre et à atteindre le rivage. Pendant ce temps, Héron avait également réussi à atteindre le rivage et retrouve Alexia. Il lui demande ce qu'elle faisait là. Alexia lui raconte comment elle a été trahie par un centaure, Chiron le sage, et s'est retrouvée ici. Au milieu de tout cela, Zeus apparaît sous sa forme de vieil homme et les informe que les dieux ont commencé à s'immiscer dans la guerre. Héron questionne Zeus. Pourquoi est-il là? Zeus lui répond qu'il est là pour les aider à vaincre les démons. Héron cependant refuse son aide et commence à chercher des armes pour riposter. Zeus lui dit qu'il peut le haïr autant qu'il veut, mais qu'il ne peut pas nier le fait qu'il est en fait la clé de cette guerre. En entendant tout cela, Éviros décide de partir, mais Zeus l'arrête en disant que c'est sa dernière chance de se racheter. De plus, il éclaire Alexia et les autres sur l'existence des restes de géants et qu'ils peuvent vaincre les démons en détruisant ces restes. D'autres soldats les rejoignent également parce qu'ils veulent retrouver leur gloire perdue. Il nie tout ce que Zeus dit à propos de la gloire perdue et il n'est toujours pas convaincu. Mais Kofi parvient d'une manière ou d'une autre à le convaincre. Témoin de tout cela, Héron demande à Zeus s'il peut l'aider à tuer Séraphim. Zeus lui dit qu'il ne peut pas tuer Séraphin lui-même, mais qu'il peut l'entraîner pour qu'il puisse combattre Séraphin à armes égales. Avec cela, Zeus siffle et appelle un griffon avec lequel Héron accompagnera Zeus à l'Olympe. Après avoir dit adieu à ses camarades, Héron saute sur le dos du griffon et commence à suivre son père. Il est fasciné par tout cela et ne peut pas croire qu'en peu de temps, il se tiendra au même endroit que d'autres dieux comme Zeus et Arès. En arrivant à l'Olympe, il n'est pas accueilli par les autres dieux car ils sont choqués. Comment Zeus peut-il amener un simple mortel à l'Olympe? Il le regarde comme s'il était un déchet. Apollon, Hermès et ses autres frères et sœurs l'accueillent chaleureusement en lui serrant la main. À ce moment-là, Héra apparaît sur les lieux et interroge Zeus sur sa décision d'amener un simple mortel à l'Olympe. Zeus lui retourne la question en lui demandant comment elle peut conspirer contre lui. Devant tous ces dieux, Zeus admet que tout cela est de sa faute et veut le corriger. Il promet à Héra qu'il ne la quittera jamais et lui sera fidèle. Zeus pense qu'il a enfin réussi à convaincre Héra, mais elle avait d'autres idées en tête. Elle exige la tête d'Héron en échange de son pardon. Zeus refuse catégoriquement et lui dit qu'il ne choisit que ce qui est juste. Cela a créé deux factions parmi les dieux. Même le frère de Zeus, Poséidon, s'est rangé du côté d'Héra, laissant son frère tout seul. Suite à cela, Héron atteint le Colisée aux côtés de son père pour s'entraîner. Bien qu'étant un demi-dieu, Héron n'a pas de capacité inhérente. Il est comme un humain ordinaire. Alors qu'ils conversent, Héphaïstos ordonne à un être robotique mystérieux d'attaquer Héron. Il est surpris par cela et tombe au sol. Pour lui, vaincre un être robotique fabriqué par Héphaïstos serait un exploit énorme. Héron se relève et prend sa position alors que le robot l'attaque à nouveau. Héron essaie de contrer l'attaque avec son épée, mais le robot le surpasse et le projette au sol. Cependant, Héron se relève alors que le robot le jette contre un pilier. Il réalise que le combat rapproché est à éviter contre cet être. Avec cela en tête, il lui lance son épée, mais le robot l'esquive facilement. Sans arme, Héron n'a d'autre choix que d'utiliser son bouclier comme un disque et de le lancer vers le robot qui l'attrape et le renvoie. Il n'y a aucun moyen pour Héron de vaincre une telle chose par la force brute et la résilience. Il doit réfléchir avec sang-froid et se concentrer. Cependant, sa colère l'empêche de se concentrer sur le combat. Zeus ne peut rien faire pour lui s'il ne peut même pas contrôler sa colère. Même après plusieurs tentatives, Héron n'est toujours pas à la hauteur. Zeus le confronte à nouveau et détruit le robot d'un seul coup. Cela frustre encore plus Héron et il quitte le Colisée. Après avoir entendu cela, Zeus sort pour parler à Héron.
Il lui dit que malgré le fait d'être un dieu, il ne sait pas comment être un père. Il fait de son mieux pour être un père pour lui. Son propre père voulait sa mort et quand ils se sont rencontrés sur le champ de bataille, Zeus a dû le tuer. Il ordonne à Héron de se reposer pour la journée car ils continueront l'entraînement le lendemain matin. Même après toute une journée, Héron est toujours le même. Il laisse encore sa colère le contrôler. Zeus le menace à nouveau en disant que s'il ne peut pas contrôler sa colère, alors il ne peut rien faire pour lui. Héron demande à Zeus à propos de Séraphim et comment il peut le laisser en liberté. À cela, Zeus lui dit que Séraphim est en fait son demi-frère et que sa mère ne voudrait pas qu'il soit mort. Il lui révèle aussi son histoire. Quand il était encore enfant, son père, un roi, a été assassiné. Son oncle, qui était censé s'occuper de lui, a décidé de le tuer et de prendre le trône. Cependant, une servante loyale au trône assistait à tout cela et l'a sauvé. Elle a décidé de s'occuper de lui et a quitté le château. N'ayant nulle part où aller, elle s'est cachée dans une grotte et a prié les dieux d'avoir pitié d'eux. Au milieu de tout cela, un ours est apparu de nulle part et les a attaqués. Héra, cependant, assistait à tout cela et a eu pitié d'eux. L'ours qui était censé les tuer est devenu leur allié et ils ont commencé à vivre ensemble. Les choses allaient bien pour eux jusqu'au jour où son oncle a découvert leur secret et les a traqués. Il a menacé sa sœur et son mari de révéler leur emplacement et les a tués juste devant leurs yeux. Séraphin assistait à tout cela et décida de tendre une embuscade aux soldats avec les ours. Alors qu'il se précipitait vers sa mère, son oncle lui perça la gorge avec une épée, la tuant sous ses yeux. Les soldats réussirent également à tuer les ours et à s'enfuir. Après cela, Séraphin a été contraint de se réfugier le long des côtes orientales de Miladonai où il maudit. Après quelques années, il était littéralement devenu un monstre. Il décida de traquer son oncle qui avait tué sa mère. Après des recherches approfondies, il finit par le trouver. Alors qu'il embrassait une femme dans les ruelles, Séraphin l'a attaqué et l'a poignardé plusieurs fois. Entendant tous ces cris, les soldats sont venus voir ce qui se passait. Cependant, tout ce qu'ils ont vu, c'était un cadavre avec de nombreuses blessures par couteau et un type mystérieux. Avec des centaines de soldats le persuadant, Séraphin a décidé de fuir. Il a réussi à s'enfuir malgré ses blessures, mais les soldats le poursuivaient toujours. N'ayant pas d'autre option, il a sauté d'une falaise dans l'océan et est tombé par hasard sur les restes d'un géant. Il a vu une arme transpercer le corps du géant et a décidé de la saisir pour riposter. Cependant, dès qu'il toucha le géant, tout son corps commença à se transformer. Il devenait un démon. Il saisit l'arme qu'il convoitait et tendit une embuscade aux soldats. Mais son corps ne s'était pas entièrement transformé et il était encore faible face à tous ces soldats. Les soldats l'ont poignardé et ont pensé qu'il était mort, mais ils ignoraient ce qui les attendait. Séraphim reprit conscience après un certain temps et s'était entièrement transformé en démon. Il tua à lui seul 12 hommes sur cette plage et 3 d'entre eux devinrent même ses serviteurs. Il indiqua également qu'il pouvait transformer Séraphim en humain à nouveau s'il le souhaitait. Après avoir soigneusement observé le robot, Héron parvient enfin à trouver son point faible et à le cibler avec son épée. Avec cela, il vainc le grand robot et est félicité par Zeus. Suite à cela, Hermès les confronte et leur dit que les autres dieux se sont réfugiés sous Hadès et que la guerre est inévitable. Alors qu'ils conversent, Héron remarque une étrange araignée sur son corps. Hermès lui dit que c'est un signe que les parcs l'appellent. Zeus l'emmène à l'endroit où les clés du destin sont tissées. En entrant dans l'installation, Héron rencontre 3 femmes mystérieuses qui lui disent qu'elles veulent aider, mais qu'elles ressentent du doute dans son esprit. Héron leur dit qu'il ne croit même pas au destin, il croit au libre arbitre. La femme lui donne un exemple de destin et de libre arbitre en utilisant un bébé. Selon cet exemple, le bébé qui rampe sur une table ne sait pas qu'il va tomber de la table, mais Héron, qui est témoin de tout cela, connaît l'avenir. Avec cela, elle lui dit qu'Héron est le bébé dans cet exemple et qu'ils sont ceux qui veillent sur lui. La femme l'éclaire davantage en lui expliquant que le destin et le libre arbitre coexistent dans ce monde et lui montre son fil du destin. Dès qu'il le touche, il voit ses souvenirs passés se dérouler devant ses yeux. La femme l'avertit que ce qu'il fera dans les jours à venir affectera la vie de millions de personnes. À un moment donné, le destin de Héron se divise en 2 possibilités. Lorsqu'il touche l'un des fils, il voit Alexia et les autres essayer de traverser les champs des morts et mourir. Avec cela, il décide de laisser son entraînement de côté et d'aider ses amis. Il privilégie ses amis par rapport au monde entier. En arrivant au champ des morts, Héron remarque un énorme centaure gardant la porte qu'Alexia et les autres essayèrent de franchir. Voyant cela, il anéantit complètement le centaure avec une flèche en atterrissant gracieusement au sol. Alexia lui demande ce qu'il fait ici alors qu'il était censé s'entraîner avec Zeus. Héron a répondu en disant qu'il est là pour rendre l'appareil. Ensuite, Alexia et les autres le mettent au courant de leur voyage. Selon eux, Chiron le sage est celui qui les a conduits au champ des morts.
En arrivant là-bas, il les avertit qu'une fois qu'ils entrent dans le champ, il n'y a pas de retour possible, sinon ils mourront. Alexia demande à Chiron de retourner car il en a déjà fait plus qu'assez pour eux et ils ne peuvent pas se permettre de perdre quelqu'un avec une telle connaissance immense. Avec cela, ils entrent dans les champs. Evios et Kofi sont les premiers à apercevoir quelque chose d'étrange dans le brouillard intense. Ils voient une horde de démons et le corps d'un géant. Cependant, Evios réalise immédiatement que ces choses sont fausses et que réagir à elles signifierait une mort instantanée. Il dit à Kofi de continuer à marcher sans les remarquer. Cependant, certains soldats tombèrent dans ce piège et se transformèrent en pierre. Même Alexia n'est pas à l'abri de tout cela car elle voit ses parents qui sont morts il y a longtemps. Malgré tout cela, elle parvient d'une manière ou d'une autre à traverser les champs. Après cela, Héron et les autres entrèrent dans la porte et découvrirent l'entrée du labyrinthe où les restes du géant sont censés être présents. Cependant, lorsqu'ils atteignent leur destination, il n'y avait rien. À la place, ils se sont retrouvés entourés par Séraphin et ses démons. À la suite de cela, Séraphin s'approche d'Héron, lui demandant de le rejoindre pour vaincre les dieux. Selon lui, les dieux sont plus imparfaits comparés à eux et il en a assez d'être utilisé comme un pion. Il essaie de le manipuler en utilisant la mort de leur mère comme excuse. Cependant, Héron refuse en disant qu'il changera tout pacifiquement. Il lui dit aussi que Zeus peut le transformer à nouveau en humain et que tout cela sera terminé. Séraphin lui demande une dernière fois s'il est contre lui ou non. Héron répond en disant qu'il est contre lui. Cela rend Séraphim furieux alors qu'il sort l'épée en adamantine, mais il ne savait pas que Héron avait changé. Il vise la main de Séraphim avec des flèches et le désarme. Les soldats attaquent également les démons avec des sacs de feu et une guerre commence. Héron et les autres décident de s'enfuir alors que le labyrinthe s'effondre. Pendant ce temps, Séraphin les poursuit sur sa chimère. Seuls Héron, Alexia, Evios et Kofi restent, car Séraphin a massacré tous les soldats avec sa lance. Dès qu'ils sortent, le labyrinthe s'effondre, piégeant Séraphin et les démons à l'intérieur. Ils parviennent à s'échapper à l'extérieur où Héron appelle son griffon qui les emmène à l'Olympe. Il était un peu difficile pour eux tous de s'asseoir sur le griffon. Evios tombe même au début. Finalement, il est décidé que le griffon portera Evios dans ses griffes. En arrivant à l'Olympe, Héron éclaire Zeus sur Héra et ses conspirations. Alors qu'ils conversent, Hermès apparaît de nulle part et poignarde Zeus au cou. Cependant, ce n'est pas vrai. Le vrai Hermès apparaît juste à temps pour sauver Zeus d'autres dommages. Zeus utilise sa foudre pour refermer la blessure et sauver sa vie. Avec tout cela, Poséidon apparaît avec Apollon qu'Arès avait gravement blessé et jeté dans l'océan pour qu'il pourrisse et meure. Zeus réalise immédiatement qu'Héra a dû offrir au géant son océan bien-aimé. Hermès éclaire tout le monde sur le plan d'Héra de ressusciter les géants et de tuer Zeus. Il avait reçu la tâche d'espionner Héra par Zeus, mais Héra a réussi à le découvrir et a volé son arme divine qui peut contrôler le chaudron. Selon lui, Héra a ordonné à Séraphim de récupérer le chaudron des ténèbres des profondeurs de l'océan. Il a hésité au début, mais n'avait pas d'autre option. En utilisant l'épée d'adamantine, Séraphin a réussi à tuer l'entité créée par Héphaïstos pour garder le chaudron. Il a ensuite remis le chaudron à Héra qu'il a utilisé pour ressusciter les géants. Alors que les géants se levaient du fond de l'océan, Héra a essayé de conclure un marché avec eux, mais ils ont refusé et ont attaqué les dieux à la place. Cependant, après qu'Héra les ait menacés en utilisant le chaudron, ils ont dû écouter. Héra leur a offert l'océan s'ils l'aidaient à tuer Zeus et à prendre le contrôle de l'Olympe. Zeus demande alors à Poséidon où se trouve le chaudron. Il leur dit qu'il n'en est pas exactement sûr, mais que le chaudron doit être gardé dans un conteneur bien protégé derrière le front de l'armée. Avec la réunion de stratégie de guerre en cours, Hermès se porte volontaire pour aller récupérer le chaudron, car il est le plus rapide des dieux. Cependant, Héron suggère que ce devrait être lui qui aille chercher le chaudron, car personne ne s'y attendrait. Avec cela, la préparation pour la guerre a commencé. Héron choisit une arme. Apollon lui donne l'arc qu'Héphaïstos avait forgé pour lui. Étant considérés comme des fils illégitimes de Zeus, c'était un moment émouvant entre les deux. Alexia et les autres ont également choisi leurs armes. Pendant leur conversation, Héron ressent un énorme frisson. Apollo lui dit que les géants sont enfin arrivés, avec Héra en tête. Les chances pour Héron et les autres semblaient minces. Alors que Héron et les autres regardent tout cela, Evos et Kofi décident d'admettre leur crime. Les démons qui les poursuivaient auparavant étaient présents pour les rencontrer. Ce sont eux qui ont découvert les restes d'un géant et les ont vendus aux démons. Zeus et ses compagnons ont d'abord l'avantage, car Hermès et Apollon tentent une embuscade à l'armée des démons, les anéantissant complètement. Dans ce chaos, Héron et ses amis sont lancés, piégés à l'intérieur de boules de feu pour récupérer le chaudron. Maintenant, les circonstances changent radicalement lorsque les géants commencent à utiliser leurs capacités. À part Zeus, Poséidon et quelques autres dieux, personne ne pouvait survivre à leurs attaques. En combinant leurs mouvements, Zeus et Poséidon ont réussi à se débarrasser d'un grand nombre de l'armée démoniaque. Cependant, ce n'est toujours pas suffisant car les géants contre-attaquent immédiatement. Héron parvient finalement à infiltrer l'installation où le chaudron est supposément gardé.
Après avoir tué tous les démons, ils ont vérifié minutieusement les conteneurs. Cependant, ils étaient tous vides. Bientôt, Héron se rend compte que le chaudron n'est pas au sol. Au lieu de cela, il est présent dans le ciel. Il appelle son griffon et s'élève dans le ciel, où il voit le chaudron protégé par des centaines de corbeaux. Il essaie de s'en débarrasser avec ses flèches, mais en vain. Il gardait également un œil sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Zeus supplie littéralement Héra de ne pas laisser les monstres détruire l'Olympe. Mais elle n'est pas prête à écouter et continue de l'attaquer. N'ayant pas d'autre option, Zeus utilise sa foudre sur Héra, la rendant incapable de bouger. Avec cela, les corbeaux gardant le chaudron reculent également et Aaron parvient à s'en emparer. Malgré tout cela, Héra ne comprend toujours pas le point de vue de Zeus. Alors qu'elle se lève pour l'attaquer à nouveau, un géant la saisit par derrière. Les géants ont trahi les dieux et veulent les tuer. Cela rend Zeus furieux et il tend une embuscade au géant sous sa forme d'aigle. Cependant, ses attaques s'avèrent inefficaces et le géant parvient à le capturer à la place d'Héra. Alors qu'elle est allongée impuissante sur le sol, le géant décide de profiter de cette occasion pour tuer à la fois Zeus et Héra d'un seul coup. Pendant ce temps, alors qu'Héron essaie de s'échapper avec le chaudron, Séraphim le remarque et l'attaque. Il parvient à tuer le griffon et alors qu'Héron tombe, il l'attrape. Il se moque de lui en disant qu'il devrait choisir son camp judicieusement et le relâche. Le géant est sur le point d'écraser Héra. Zeus déverse toute sa puissance dans cette attaque et se détruit, tuant le géant avec lui. Héra réalise que tout cela est de sa faute et essaie de saisir la couronne de Zeus. Alors qu'elle tente d'atteindre la couronne, Séraphin utilise sa lance pour lui couper le bras. Il veut la tuer, mais elle parvient à s'échapper. Avec cela, Séraphin est en possession à la fois du chaudron et de l'arme divine d'Hermès. Avec la mort de Zeus, les choses semblent sombres pour les dieux. Les géants ont commencé à les cibler et il n'y a personne qui puisse vraiment leur tenir tête. Même des dieux comme Arès et Poséidon sont faibles contre eux. Avec même Héron parti, Séraphin croit qu'il a gagné la guerre. Héron, cependant, avait tout planifié. En utilisant Alexia comme diversion, qui parvient à tuer la créature que Séraphin était, montant, Héron apparaît du ciel chevauchant un Pégase et l'attaque par surprise depuis le ciel et le projette au sol. Après s'être relevé, Séraphim attaque Héron avec sa lance, mais il l'esquive habilement en plein vol et le frappe en plein visage. Il continue de le frapper jusqu'à ce que le sol se brise littéralement. Il remarque alors la couronne de son père, ce qui le rend encore plus furieux, et il commence à pleurer. Il se souvient du moment où son père lui a donné de l'espoir et l'a motivé. Cependant, cette colère le fait perdre sa concentration, et Séraphin parvient à le maîtriser. Il lui transperce la bouche avec ses griffes acérées et le projette au sol. Il le soulève ensuite et le jette contre des rochers. Il se souvient des paroles de Séraphin lorsqu'il a accusé Zeus d'avoir tué sa mère. Cela fait bouillir son sang de colère alors qu'il s'approche de nouveau de Séraphin et essaie de le frapper. Séraphin, cependant, le saisit par le cou et rappelle sa lance pour percer la poitrine d'Héron. Il fait de son mieux pour empêcher la lance de percer sa poitrine. Mais après s'être souvenu des paroles de son père disant que tous les ennemis ne peuvent pas être vaincus par la force, il permet à la lance de percer sa poitrine et la pousse encore plus loin pour percer également Séraphin. Séraphin fait de son mieux pour retirer la lance, mais il n'y parvient pas. Héron s'est essentiellement sacrifié pour tuer Séraphin. Malgré tout cela, Séraphin n'est toujours pas mort. Alors qu'ils se frappent mutuellement, quelque chose s'éveille en Héron. Il parvient d'une manière ou d'une autre à éveiller les pouvoirs de foudre de Zeus et les utilise pour en finir avec Séraphim. Au milieu de tout cela, le géant que Zeus avait supposément tué apparaît de nulle part et tente de détruire le chaudron. Cependant, Héron parvient à activer le chaudron juste à temps et sauve tout le monde. Avec cela, la guerre est terminée. Le lendemain, Héron se réveille dans un lit dans un Olympe dévasté par la guerre, couvert de bandages. Il remarque que presque toutes ses blessures ont guéri. Il remarque aussi la statue de son père défunt qui est toujours intacte. Au milieu de tout cela, ses frères lui rendent visite et lui disent que son père était vraiment fier de lui. En fait, ils le sont tous. Apollo, lui, a également remis le pendentif que sa mère portait. Après cela, il sort pour voir ce qui se passe et est ravi de constater que tout va bien. Il retrouve aussi ses amis en se promenant dans l'Olympe. Séraphim, quant à lui, a été envoyé pourrir en enfer où il rencontre Hadès qui lui propose un marché.